sans doute pas échappé que donc Nanterre a été classée parmi les 50 villes les plus attractives de France à travers donc un logiciel qui prend en compte toute une série de choses sur la qualité de la vie, sur la question de l'accès au logement, au transport, à la sécurité, y compris aux aspects environnementaux. Bon, si on était cette ville que parfois vous cherchez à décrire, évidemment, on n'en serait pas là. Maintenant, il est vrai que choisir d'être une ville pour tous et toutes, ce qui est un choix de cette ville depuis plus d'un demi-siècle, qui a su résister à la tornade que lui imposait le quartier d'affaires de la Défense, puisque évidemment c'est pas rien d'avoir à ses portes le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Cette ville a su résister, faire en sorte que des gens très divers y soient accueillis, puissent s'y loger, se développer avec leur famille. Alors évidemment, ça comporte des solutions compliquées à gérer avec un certain nombre de personnes. C'est sûr que, par exemple, ce n'est pas la même chose de trier les déchets dans une tour de 19 étages dont une grande partie des habitants sont en précarité que de le faire dans une série de grands pavillons qui disposent chacun de 1500 à 2000 mètres carrés de terrain et qui, évidemment, sont dans une situation tout à fait différente. Mais nous, on préfère relever ce défi-là et c'est ce défi-là qui, à l'échelle de la France, de l'Europe et de la planète, est nécessaire. Ce n'est pas simplement de se tourner que vers quelques-uns. Bon, mais on n'arrivera pas à vous convaincre, d'autant plus que vos projets ne sont pas cela et qu'on fera avec. Sur les orientations budgétaires qui vous sont soumises et que mon ami et collègue Samir Abdeloued va vous détailler, elles sont évidemment conformes à nos engagements. Elles vont permettre de maintenir nos dispositifs de solidarité et un haut niveau de service à la population. Elles poursuivent la transformation de Nanterre, engagée depuis plusieurs années, notamment dans les quartiers les plus populaires. Elles se traduisent par une forte augmentation de notre programme d'investissement sur les 3 prochaines années. Nous parvenons à atteindre ces objectifs malgré un contexte particulièrement difficile, les effets cumulés de la crise sanitaire, du maintien de nos contributions au fonds de péréquation entre collectivités et de l'absence de dotation de l'État pour la 2e année consécutive nous pénalisent lourdement. La crise sanitaire est loin d'être derrière nous. Si l'on peut que se réjouir d'une baisse de la tension hospitalière, nous savons que la situation reste fragile. Cette crise continue de bouleverser nos vies, nos économies, nos organisations, nos relations sociales. Face à cette crise qui est à la fois sanitaire, économique, sociale, psychologique, nous avons mobilisé tous les moyens et toutes les énergies dont nous disposons, à commencer par le personnel communal dont l'engagement a fait honneur au service public. J'insiste sur le fait que depuis 2 ans, la ville a été présente à toutes les étapes de la crise sanitaire, depuis la mise en place d'un suivi personnalisé des malades du Covid jusqu'à la vaccination, en passant par les premières fournitures massives de masques et le soutien à l'hôpital de Nanterre. Cet engagement aurait été impossible sans l'existence d'un service public communal de santé et sans l'hôpital, ce qui va totalement à l'encontre du dogme libéral de la nécessaire réduction des dépenses publiques et sans une collaboration innovante avec les médecins libéraux et les pharmaciens à travers la communauté professionnelle territoriale de santé que nous avons mise en place à Nanterre. En disant cette vérité, je ne m'éloigne pas de Nanterre et de notre débat budgétaire, car tout ce que nous avons dû faire depuis 2 ans, aucun autre échelon ne pouvait le faire à notre place. Je ne dis pas que nous étions seuls en tant que collectivité, l'intercommunalité, le département, la région et l'État, bien sûr, ont pris leur part. Mais si à Nanterre et dans bien d'autres villes, la commune ne s'était pas mobilisée à un tel niveau, les conséquences de cette crise auraient été bien plus dures pour la population. Rien de ce que nous avons fait depuis 2 ans n'était de trop.
rien n'a été inutile. Vous l'avez certainement relevé, ce qui caractérise cette crise du point de vue de la ville, ce sont des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à des pertes de recettes qui ne sont pas compensées par les aides diverses que nous avons pu recevoir. On pouvait au moins espérer que dans un tel contexte, l'État appuie sur le bouton « pause » pour la baisse des dotations et allège le poids écrasant de nos contributions au fonds de péréquation. On pouvait espérer, par exemple, qu'en soutien aux communes, le gouvernement, le Parlement décident de compenser particulièrement ou intégralement ce que les villes populaires paient au fonds de péréquation, comme l'ont d'ailleurs demandé plusieurs associations d'élus. On pouvait espérer que le gouvernement inclue les communes parmi les bénéficiaires des 100 milliards de plan de relance, sachant qu'une aide apportée à une commune, c'est aussi une aide pour investir et créer de l'activité. On pouvait espérer tout cela, mais rien de tout cela ne s'est produit. Non seulement l'État n'a pas suspendu la baisse de sa dotation à long terme, mais cette année, comme en 2020, nous n'aurons pas un centime de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. Non seulement le gouvernement n'a pas compensé ce que nous versons obligatoirement de fonds de solidarité entre communes, mais cette année encore, nous allons devoir payer plus de 17 millions d'euros de péréquation avec un mode de calcul profondément inéquitable quand on sait que parmi les 183 villes d'Île-de-France qui bénéficient de l'argent de Nanterre, on trouve des communes comme Pontoise, Melun, Coulommiers ou Saint-Cyr-l'École. En résumé, du côté du soutien de l'État aux communes, pour faire face à la crise, le paysage est sombre. Face à cette réalité, on nous objecte que Nanterre est une ville riche, avec un potentiel fiscal largement au-dessus de la moyenne. Je connais cet argument, nous l'avons souvent entendu dans cette enceinte, mais un argument répété chaque année ne vaut pas vérité. Oui, c'est vrai, notre action et celle des équipes qui nous ont précédés ont fait que Nanterre a su attirer des entreprises et des emplois. Nous sommes même devenus l'une des très rares villes de cette métropole à compter aujourd'hui davantage d'emplois que d'habitants. Et durant de nombreuses années, le développement du service public communal a été rendu possible grâce à un développement de nos recettes fiscales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les réformes successives de la fiscalité économique et de l'organisation territoriale dans le Grand Paris font que lorsque des entreprises s'installent à Nanterre, l'essentiel des recettes fiscales qu'elles génèrent ne va pas à la commune. Et si cette perte déjà considérable, vous ajoutez les prélèvements obligatoires qui nous sont imposés depuis une dizaine d'années pour alimenter les deux fonds de solidarité, ainsi que la baisse continue de la dotation de l'État jusqu'à son extinction, alors vous mesurez l'ampleur et la gravité de ce qui arrive à Nanterre. La vérité est que nous avons dû faire face à un véritable électrochoc budgétaire. La vérité est que cet électrochoc a profondément remis en cause le modèle de développement de la ville qui était adossé à un développement de l'économie locale, à une redistribution de la fiscalité. Mais face à ce bouleversement majeur, nous n'avons jamais baissé les bras et surtout nous n'avons jamais renoncé à préserver le service public communal et à poursuivre la transformation de la ville, à commencer par les quartiers qui en avaient le plus besoin. Avec une forte implication du personnel communal, nous nous sommes engagés dans la voie d'un nouveau modèle capable de maintenir le cap d'une ville de solidarité qui protège les plus faibles, qui préserve des services auxquels toute la population puisse accéder et qui s'engage résolument dans la transition écologique. Je connais d'autres communes, pas très loin d'ici, qui ont été confrontées aux mêmes secousses budgétaires que Nanterre, mais qui ont apporté une toute autre réponse en fermant des équipements municipaux, en supprimant des services entiers, en augmentant tous les tarifs dans des proportions considérables. Ce n'est pas ce qu'a fait Nanterre. Nous avons engagé des économies sans qu'elles fragilisent l'essentiel de notre action. Nous avons revu une partie de nos organisations sans jamais remettre en cause ce qui fait que Nanterre est Nanterre. L'accès du plus grand nombre à la solidarité, à la santé, au logement, à l'éducation, à la culture et au sport. Le budget que nous vous présenterons le mois prochain sera dans la continuité de cette démarche, réaliser des économies de fonctionnement
avec l'objectif de maintenir l'essentiel du service public communal et de mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Le contexte très difficile que je viens de rappeler fait que les économies réalisées et les nouvelles recettes ne suffiront pas à couvrir l'augmentation de certaines dépenses qui englobent la crise sanitaire, mais également les hausses de prix et la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire du personnel communal. Pour parvenir à un budget équilibré, qui est une obligation dont l'État d'ailleurs se dispense, mais qu'il impose aux collectivités, nous serons amenés à recourir à une augmentation du taux de la fiscalité sur le foncier bâti, le seul impôt sur lequel les communes disposent encore d'une autonomie de décision. Notre volonté est que cette augmentation du taux tourne autour de 1 point afin de rester supportable par les foyers concernés. Nous l'avions fait une seule fois durant les 6 dernières années du précédent mandat et je crois qu'à partir du moment où les habitants constatent que cette hausse d'impôt dans des proportions raisonnables permet de maintenir les services qui leur sont rendus, ils comprennent cette décision. J'ajoute que même avec cette hausse, Nanterre restera dans les 5 villes de Hauts-de-Seine où la fiscalité locale est la plus faible. En réalité, ce qui pénaliserait le plus l'ensemble de la population, ce serait de renoncer aux engagements que nous avons pris. Ce serait une lourde erreur. Les 200 engagements concrets que nous avons pris en 2020 doivent être mis en œuvre pour consolider, renforcer, développer ce qui fait de Nanterre une ville sociale, écologique et solidaire. Le budget 2022 sera mis au service de cette ambition. Il sera au service de la transformation des quartiers populaires, notamment au Parc Picasso, au Chemin de Lille et Anatole France, avec des actions très concrètes sur le logement, la mixité sociale, le commerce et les équipements de proximité, l'amélioration des espaces publics et la sécurité. Le budget 2022 sera mis au service de toutes les solidarités, avec notamment l'ouverture de la Maison des femmes, la reconstruction de la nouvelle maison de santé, l'engagement de la ville dans l'aide alimentaire aux côtés des associations et l'ensemble des dispositifs qui font de Nanterre une ville protectrice pour les plus vulnérables. Le budget 2022 sera mis au service de la transition écologique avec, comme cela a été dit, la mise en œuvre du plan de 5000 arbres, le développement du vélo en ville par des mesures qui vous seront présentées ce soir, la lutte contre les îlots de chaleur, une augmentation du bio dans la restauration collective, 2 projets ambitieux d'agriculture urbaine ou encore l'agrandissement du parc des anciennes mairies. Le budget 2022 sera au service de notre action inlassable et déterminée en faveur du logement pour tous. Cette année, ce sont 240 logements qui seront livrés à Nanterre et 563 demandes d'autorisation qui seront déposées à la préfecture. Sur 2 ans, de 2021 à 2022, ce sont 1233 logements qui auront été livrés sur la ville, des logements de tout type, dans quasiment tous les quartiers de la ville. Nanterre répond présent sur le logement, mais ce qui nous inquiète, c'est de constater qu'autour de nous, dans de très nombreuses communes, la nécessité de produire des logements abordables n'est pas une priorité. Sur cette question, nous sommes même dans une phase de récession, ce qui va encore accroître la pression de la demande sur les communes qui maintiennent un effort de solidarité. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand laissera-t-on des communes et des départements de notre espace métropolitain continuer de nier cette nécessité? Jusqu'à un exode massif d'une partie de la population et au déclin de la région capitale, ce n'est plus tenable. Sur un sujet aussi majeur pour la vie de millions de personnes, l'État ne peut pas rester spectateur de cette situation ou se contenter de s'en remettre aux aléas du marché. Après le mouvement des Gilets jaunes, j'avais dit au président de la République que la tension autour du logement pouvait devenir explosive. C'est plus vrai que jamais. C'est pourquoi nous poursuivrons nos mobilisations autour de plusieurs propositions. Imposer au moins 30% de logements sociaux dans tous les programmes de logements neufs et dans toutes les communes, encadrer les loyers des logements privés dans toutes les communes de la métropole, transformer les bureaux vides en logements
Si cette mesure était appliquée à seulement 10% des mètres carrés de bureaux existants, cela permettrait de construire 80 000 logements et nous allons le faire avec un immeuble de bureaux qui est à proximité de la mairie. Lutter efficacement contre la spéculation foncière par l'adoption d'une loi qui permette de limiter le prix de vente des terrains. Ce budget 2022 sera également mis au service de la prévention, de la médiation et de la sécurité, avec un renforcement des effectifs des luttes contre les incivilités, le recrutement de policiers municipaux, le maintien de nos dispositifs de médiation de jour et de nuit, ou encore l'installation de caméras supplémentaires de vidéoprotection dans l'espace public. Enfin, ce budget sera mis au service d'un nouvel élan donné à la participation citoyenne avec plusieurs innovations. Et je veux saluer ici le succès des conseils de quartier numériques via la radio de l'Agora, qui ont attiré un public nombreux et diversifié. Il faut également citer le Conseil citoyen de la transition écologique qui a été mis en place et qui a déjà tenu 2 séances de travail et s'apprête prochainement à choisir les projets qui bénéficieront des 100 000 € alloués à la bourse de la transition écologique. En résumé, avec les orientations budgétaires qui vous sont soumises, Nanterre continuera d'avancer. L'un des marqueurs forts de cette volonté, c'est notre politique d'investissement. Nous vous proposons un programme très ambitieux à hauteur de 67 millions d'euros, ce qui traduit bien la dynamique de la ville. Je citerai notamment les 8 millions d'euros investis dans l'amélioration des quartiers et le logement, les 25 millions d'euros consacrés à des constructions ou rénovations d'équipements éducatifs, culturels et sportifs, les 7 millions d'euros à des politiques de transition écologique et les 1,7 million d'euros à la sécurité et à la prévention. Chers collègues, ce que vivent nos concitoyens depuis maintenant 2 ans est très difficile. C'est une période source de souffrance, de désarroi, de perte de confiance. Dans une telle situation, l'action de leur ville doit être un point d'appui, une raison de croire à l'action publique et de reprendre espoir. C'est le sens même de notre engagement. Je laisse à présent à notre adjoint aux finances, Samir, de vous présenter plus en détail les orientations de ce budget 2022. Donc nous allons maintenant aborder le rapport d'orientation budgétaire en 2022 qui présente, comme le prévoit la loi NOTRe, les orientations budgétaires en dépenses et en recettes, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, ainsi que la structure, son évolution, l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Les orientations budgétaires 2022 s'inscrivent dans un contexte, comme vous le savez, difficile, qui est fortement marqué par des contraintes extérieures qui s'imposent à la ville. Une projection annuelle qui est présentée sur 3 ans dans le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été fait parvenir. Cette projection est forcément impactée donc, par la crise sanitaire. 2 scénarios sont envisagés à ce stade selon les besoins liés à la crise sanitaire. Pour les dépenses d'activité, entre 500 000 et 1 million d'euros. Pour la masse salariale, entre 500 000 et 2,2 millions. Soit une enveloppe Covid estimée entre 1 et 3,2 millions d'euros pour le budget 2022. Ce budget 2022 sera également impacté par une forte reprise de l'inflation. Cette flambée des prix porte sur les fluides, les contrats de prestation d'entretien, les matières premières telles que les denrées alimentaires. Il est à noter qu'il existe aujourd'hui une incertitude sur le niveau de ces hausses et de leur durée. Du côté des recettes, comme l'a dit Monsieur le maire, en quelques années, la ville de Nanterre a dû faire face à une baisse soudaine et importante de sa dotation globale de fonctionnement, qui est, comme vous le savez, le principal concours de l'État aux collectivités. Cette dotation forfaitaire s'est transformée depuis plusieurs années en variable d'ajustement du budget de l'État.
Elle est aujourd'hui à 0 pour le budget nantérien. Et puis, nous n'excluons pas que cette perte pesant plus de 18,2 millions d'euros poursuive sa chute dans les années à venir, et c'est possible, par la mise en place d'une dotation qui deviendrait négative. C'est-à-dire qu'on viendrait ponctionner sur notre budget une dotation supplémentaire qui viendrait encore plus alourdir les comptes, le montage du budget de la ville. Donc 2 mécanismes de péréquation qui ont été mis en place par la loi. Un fonds régional dit le FSRIF, un fonds national dit le FPIC. Le niveau prélevé a atteint en quelques années seulement un niveau insoutenable pour le budget de Nanterre. En 2021, ses prévisions de prélèvement atteignaient plus de 16,2 millions d'euros. En y ajoutant la part de FPIC financée par Nanterre au sein du budget de Paris-Ouest La Défense à hauteur de 5,7 millions, le coût de la péréquation globale atteint près de 22 millions d'euros, soit autant de ressources qui ne bénéficient tout simplement plus aux Nantériens. Pour 2022, il est anticipé une nouvelle ponction d'environ 600 000 euros, qui devrait porter le poids de la péréquation à 22,5 millions d'euros, dont 16,2 millions directement affectés au budget communal. La loi de finances prévoit une refonte des indicateurs. Les nouvelles modalités de calcul neutralisées en 2022 avant leur mise en œuvre progressive entre 2023 et 2028 auront nécessairement un impact sur le niveau potentiel financier de la ville. Les incidences à l'heure actuelle restent inconnues. Un décret d'application attendu courant 2022 permettra d'identifier plus précisément les effets sur notre ville. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation des orientations budgétaires de la section fonctionnement et à l'analyse des grands postes de variation. Des dépenses qui augmentent de 5 millions d'euros, avec plus 2,7 millions sur la masse salariale qui intègre évidemment le glissement vieillesse technicité et la hausse du SMIC. 800 000 euros de l'enveloppe RIFSEP, 500 000 euros Covid et 14 créations de postes liées à des engagements du mandat autour de la transition écologique, bien sûr, de la tranquillité publique ou encore de la maison des femmes plus précisément. Le maintien, voire la réduction de la masse salariale, malgré les hausses imposées, est une priorité. Plus 1,5 million d'euros sur les dépenses d'activité hors Covid. Donc les grands postes d'augmentation de ces dépenses sont les fluides, énergie, électricité, la maintenance et l'entretien. Comme indiqué précédemment, la ville va donc être fortement impactée par l'augmentation de l'inflation et des coûts des matières premières. 500 000 euros suite au recensement d'une enveloppe Covid sur un semestre, 600 000 euros suite au recensement d'une enveloppe pour la mise en œuvre des nouveaux engagements, notamment la réservation des berceaux dans des crèches privées. Du côté des recettes, la fiscalité est en hausse de 5 millions à taux constant, avec une revalorisation des bases des locaux d'habitation, une revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, une progression physique des bases. Ce BP 2022 intégrera la non-reconduction des recettes exceptionnelles perçues en 2021, qui étaient à hauteur de 5 millions d'euros, constituées d'aides Covid, d'indemnités suite au sinistre du gymnase Langevin et de la fameuse bascule des aides maires bâtisseurs de la section de fonctionnement vers investissement. Donc, à ce stade, après prise en compte de la prévision des dépenses et de recettes du remboursement du capital de la dette, l'épargne nette est à ce stade négative, à hauteur de moins 4 millions d'euros. Elle devra être positive au BP 2022 pour présenter notre budget conformément aux règles d'équilibre. Plusieurs pistes sont à examiner pour assurer l'équilibre.
dégager des marges de manœuvre pour assurer l'équilibre, l'examen d'une hausse modérée du levier fiscal, par exemple, 1 point de plus de foncier bâti génère pour le budget de la ville 3 millions d'euros de produits fiscaux supplémentaires, ce qui équivaut à 27 € de cotisation en moyenne pour le contribuable. Après avoir détaillé l'équilibre à date de la section de fonctionnement, nous pouvons maintenant passer aux dépenses d'investissement prévues pour 2022 et évidemment à leur financement. En 2022, la ville de Nanterre prévoit à ce stade 81 millions d'euros de dépenses d'investissement qu'elle devrait financer principalement par des subventions, des ressources propres, des ventes de biens immobiliers et d'emprunts. Les grands axes de ce programme d'investissement sont mentionnés dans les slides suivantes. Après avoir vu la section de fonctionnement et d'investissement, je vais maintenant vous présenter les orientations portées par le budget de la ville. Donc, dans le domaine de la santé, 3 actions sont prioritaires. La lutte contre la pandémie, évidemment, le centre de vaccination qui a été réinstallé à la salle des congrès le 7 décembre, continuer à favoriser l'implantation des cabinets médicaux, et puis le nouveau centre de santé au Square Lebon. Sa construction devrait démarrer en 2022 pour être livrée début 2024. 2022 sera également une année riche en mutations pour nos quartiers, avec pour le quartier des Groux, l'engagement des chantiers des premiers logements et du premier groupe scolaire et centre de loisirs. Au Parc Sud, la livraison du nouvel Aldi au centre commercial des Fontenelles, entièrement rénové, qui est tant attendu par les habitants. L'engagement de la rénovation de la tour pilote des tours nuages. Au Parc Nord, la transformation de l'ancienne école d'architecture, le choix du projet de rénovation de l'ancien foyer des musiciens. Au chemin de Lille, la poursuite de la rénovation énergétique des tours Logirep, le début du relogement des locataires de la tour Noirmoutier, appelé, je vous le rappelle, à être démoli. Dans le quartier République, l'instruction du permis du nouveau programme de logement situé avenue de la République, cité Anatole France, et la finalisation du chantier de l'Arboretum sur le site des anciennes papeteries de la Seine. Dans le domaine du logement, on peut citer, pour la gestion des attributions de logements sociaux du contingent ville, la mise en place de la création de la plateforme numérique permettant aux Nantériens demandeurs de logement social de suivre le traitement de leurs demandes. Et puis la livraison de 204 logements, dont 174 logements locatifs sociaux. L'aboutissement de la modernisation du foyer des primes d'air à Doma, au Petit Nanterre, avec sa livraison. La poursuite du dispositif d'amélioration de l'habitat ancien, et puis la poursuite de la mobilisation sur l'enjeu crucial du logement abordable en Île-de-France. La ville pour toutes et pour tous, c'est aussi l'attention que nous porterons aux écoles de la ville et à la réussite éducative, avec la rénovation de l'école Gorky, le début des travaux du premier groupe scolaire au Groux, la poursuite du déploiement environnement numérique des écoles de Nanterre, la mise en place du programme d'action de la cité éducative nationale pour le quartier du Parc, le plan végétalisation des cours d'école et les études menées pour la construction d'un collège mixte à Nanterre et Puteaux. Plusieurs opérations contribueront à améliorer l'exercice du sport dans notre ville. La reconstruction du gymnase Langevin, la livraison des vestiaires du stade de Jean Guimier et la rénovation de la piste, et la réhabilitation du bassin du Palais des Sports. Dans le domaine de la culture, le chantier de la reconstruction du théâtre des Amandiers est en cours et chemine vers une livraison de l'équipement prévue au printemps 2023. La jeunesse, c'est une priorité. Nous mettrons en place le forum dédié à l'orientation des jeunes bacheliers sans solution, dit Parcoursup, et des jeunes décrocheurs. Nous reconduirons en 2022 Nanterre a des talents après la première édition 2021 réussie.
Nous lancerons les budgets participatifs jeunes. Dans le domaine de l'espace public, on peut mentionner la livraison de la rue Pascal mi-2022, le début des travaux de la percée Gallieni, l'extension du stationnement réglementé et le déploiement des zones 30. En matière de transition écologique, la ville poursuivra la réalisation de ses engagements. La mobilisation face à l'urgence climatique avec la mise en place progressive de la zone à faible émission, la poursuite des mobilisations pour l'interdiction totale des pesticides et puis la réduction de la pollution lumineuse avec une migration en LED de l'éclairage public. La nature en ville avec le parc de l'ancienne mairie en phase 2, le square de l'allée de Savoie, la rénovation du parc des Chenevreux, l'extension du parc du chemin de Lille, le lancement du plan 5000 arbres. En matière de transition alimentaire, il est essentiel de citer l'augmentation de la part des produits bio et locaux dans la restauration scolaire, les projets d'agriculture urbaine professionnelle dans les quartiers République et Parc Sud. En matière de mobilité douce, maintenant, le lancement du plan vélo. Au titre de la tranquillité publique, la lutte contre les incivilités, les actions mises en œuvre sont les suivantes. Donc le remplacement des caméras et la poursuite du déploiement de la vidéoprotection sur la ville. Le développement de la brigade de lutte contre les incivilités avec 25 policiers municipaux et 25 ASVP à terme. L'étendue du dispositif de vidéo-verbalisation après une première expérimentation concluante place de la Boule. En matière de participation citoyenne, donc nous continuerons tout faire pour être qu'elle soit au cœur des pratiques municipales avec notamment la fabrique des futurs, le projet de l'Agora qui enclenche une dynamique citoyenne autour des transitions écologiques et numériques. La mobilisation du Conseil citoyen de la transition écologique, la première édition de la bourse de la transition écologique, le lancement d'une instance citoyenne chargée de préparer l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il convient de mentionner un projet majeur pour 2022 qui est la Maison des Femmes. Le lancement de la préfigurisation aura lieu le 8 mars 2022. Les objectifs de la Maison des Femmes sont de mieux accueillir et accompagner les femmes victimes de violences grâce à une coordination renforcée des acteurs sur le territoire et de promouvoir la culture de l'égalité femmes-hommes à Nanterre. Merci pour votre attention. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, alors je vous remercie pour cette présentation. Je dois dire, monsieur le maire, que votre réquisitoire m'a rappelé des temps un peu anciens et que je croyais révolus. On croirait entendre un politburo qui communique à propos de l'État sur des menaces venues de l'Ouest. C'est vrai que l'État n'a pas du tout été solidaire en faisant le plus grand plan de relance depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que l'État n'a pas du tout été solidaire en fournissant à chacun notamment des mécanismes tels que le chômage partiel. C'est vrai que l'État n'a pas du tout été solidaire en ayant un déficit historique qui a permis justement de sauver l'économie, l'emploi et un certain nombre de services publics. Ça, évidemment, vous ne le mentionnez pas, tout comme vous ne mentionnez pas non plus tous les investissements que fait l'État à Nanterre. On pourrait parler des opérations de rénovation urbaine, on en avait déjà parlé plusieurs fois, dans les quartiers prioritaires, par exemple. Mais finalement, cadrons plutôt le débat. En réalité, le sujet est que vous n'assumez pas le fait, le fait que Nanterre est une ville qui est riche budgétairement. Et vos chiffres le montrent, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vos propres chiffres. Nanterre n'a jamais eu un budget aussi élevé, donc on rappelle vos chiffres, 275 millions d'euros de fonctionnement, jamais été aussi élevé, 80 millions d'euros d'investissement. Je me félicite que l'investissement augmente, c'est pas encore assez ambitieux, mais on y reviendra. Et donc, tout ça, pour au final nous dire, bon, l'État nous enlève ses dotations, vous avez cité que quelques dotations de l'État, vous ne les avez pas toutes citées, donc c'est une présentation partielle. On y revient à chaque fois et je n'ai pas envie d'en faire un débat trop technique, mais assumer que la ville de Nanterre, budgétairement, est une ville, oui, qui est parmi les plus riches de France, c'est le cas, tout le monde le reconnaît. Et assumer d'ailleurs, preuve en est que cette année, la ville, malgré tout ça, dégagera un excédent de 2 millions d'euros. Encore une fois, je ne fais que citer vos propres chiffres. Alors ensuite, pour parler d'un
d'orientation budgétaire, puisque je pense que c'est notre rôle de prendre un petit peu de hauteur et de faire de la politique et de savoir comment cet argent est dépensé, qui traduit vos priorités, les priorités qu'on donne collectivement à Nanterre. Alors vous avez cité comme priorité la mixité sociale, on va y revenir, la réussite des élèves, c'est vous-même qui le citez, la transition écologique, la lutte contre les incivilités et la participation citoyenne. Alors, franchement, est-ce que ces immenses moyens, donc on a parlé d'un budget de près de 280 millions d'euros en fonctionnement, sont déployés dans un service qui répond à ces priorités? Alors on va se poser la question de façon intelligible et simple, est-ce que Nanterre est une ville propre? Ça vous fait sourire? Non. Est-ce que Nanterre est une ville où la mixité sociale fonctionne? On va y revenir. Malheureusement, la mixité sociale ne se décrète pas uniquement en construisant des logements sociaux, vous le savez vous-même, c'est un débat que nous avons depuis maintenant plusieurs années. Elle se fait en créant, encore une fois, un environnement favorable. Il y a beaucoup de métropoles, monsieur Martin, qui ont réussi à créer de la mixité sociale, non pas en pleurnichant sur l'abandon de l'État, mais en créant des vraies politiques de réussite scolaire, on pourrait y revenir, en créant des vraies politiques d'insertion, on pourrait y revenir. Prenez par exemple aussi, et puis en utilisant leurs outils, que sont tout simplement la maîtrise du foncier que vous avez, que sont les politiques d'attribution des logements sociaux que vous avez. Donc, est-ce que la ville de Nanterre est une ville mixte socialement? Dans des quartiers où il y a 90% de logements sociaux, non, c'est pas de la mixité sociale. C'est pas vrai. Et à l'inverse, dans des quartiers où il n'y a quasiment pas de logements sociaux, ce n'est pas de la mixité sociale. Donc malheureusement, moi ce que je vois, et encore une fois les indicateurs objectifs, c'est on a une ville dans laquelle le décrochage scolaire, le taux de décrochage scolaire, même s'il est en amélioration, n'est pas parmi les meilleurs, voire parmi les pires du département et de la région Île-de-France. C'est ça la réalité. On voit une ville, on l'a déjà dit, où le taux de chômage, alors qu'on a plus d'un bloc d'habitants, est très élevé. On voit une ville où, malheureusement, on n'a pas suffisamment d'insertion autre que par l'emploi. Alors ensuite, l'incivilité, puisque c'est votre priorité. Est-ce que Nanterre est une ville plutôt bon élève en matière d'incivilité? Vous connaissez la réponse. C'est non. C'est pas moi qui le dis. Pas plus tard que vendredi, d'ailleurs, encore des coups de feu éclatés dans mon quartier, celui du Mont-Valérien. Je ne parle pas des incivilités routières et autres, ce qui n'est pas surprenant en l'absence d'une véritable police municipale que vous nous promettez maintenant depuis plus de 2 ans. Et puis, vous parlez de la transition écologique. On l'a dit, le budget ne monte pas. Moi, je vois 1,5 million consacré au plan climat et espace vert sur 81 millions d'euros d'investissement. Encore une fois, c'est vos chiffres. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Les incivilités, je vois 1,4 million sur la vidéoprotection, tandis qu'il n'y a pas de police municipale pour visionner ces vidéos. Je m'interroge. Alors, au final, je sais que créer de la mixité sociale, c'est pas facile. Au final, ça demanderait une vraie politique continue, mais au final, votre politique ne réussit pas à créer de la mixité sociale. Et encore une fois, ce n'est pas par des logements sociaux que vous créez de la mixité sociale. Et enfin, peut-être un dernier point, gouverner, c'est prévoir. Alors, moi, je ne suis pas en accord avec vous. La crise du Covid, puisqu'on parle d'un rapport d'orientation budgétaire, est terminée. On a une très large partie de la population adulte qui est vaccinée. On voit bien que maintenant, la population et l'économie se sont adaptés au fonctionnement en Covid. Donc moi, je vous demande comment vous comptez préparer l'après-Covid. Et c'est ce que vous nous dites en accusant l'État, mais en réalité, ce que vous nous annoncez, c'est 2 choses. Vous nous annoncez la densification de la ville, vous nous annoncez la hausse de la fiscalité, vous nous annoncez la hausse de la dette, et vous n'avez pas de plan Marshall. Pourtant, moi, je serais prêt à soutenir un plan d'investissement qui permettrait de traiter sérieusement la transition écologique et le sujet de la mixité sociale. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Juste un petit mot pour vous dire que je regrettais de ne pas pouvoir arriver à temps pour la dénomination de la place du 27 mars 2002. Cette petite parenthèse importante pour vous dire au nom de notre groupe, quelles que soient les modalités que vous avez décidées pour cette commémoration, notre respect et notre soutien évidemment pour ce moment difficile que certainement vous allez vivre ou revivre à ce moment-là, et nous serons évidemment à vos côtés. Sur le rapport d'orientation budgétaire, quelques mots de plus, puisque mon collègue a déjà dit pas mal de choses que je partage et que nous partageons. Je regardais ce que j'avais préparé, je ne redirai pas donc les éléments déjà évoqués. En revanche, j'insisterai sur 2 ou 3 points et je vous donnerai un avis
également un petit peu plus larges. Le premier, et ça ira vite, le premier, c'est qu'il faut quand même expliquer aux Nantériens que les orientations qui nous sont présentées pour le budget, les orientations budgétaires 2022 sont extrêmement pessimistes. Du fait d'un contexte que vous expliquez, notamment lié à la péréquation, à la baisse des dotations, mais du fait, et ça on le dit moins, d'une mauvaise gestion dans les années passées. À un moment donné, quand on annonce dès l'introduction, il ne faut pas attendre ces premières pages, qu'en raison d'une hausse des dépenses, on va devoir augmenter les impôts, et c'est dit un peu plus tard dans le rapport, les tarifs, qui eux concernent l'ensemble de la population nantérienne, potentiellement, en tout cas vous ne vous l'interdisez pas du tout, on parle des tarifs des services publics locaux qui concernent tout le monde, c'est que c'est un aveu d'échec. Ça, c'est le premier point. C'est un aveu d'échec parce que, encore une fois, et j'y reviendrai, on a l'impression de se répéter, tout ça a été prévu, écrit, vous le saviez. Ne disons pas que c'est la faute de la crise sanitaire, d'abord parce que tout le monde est concerné de la même manière, et ensuite parce que les coûts que vous évoquez de la crise sont minimes par rapport à l'ampleur de notre budget municipal. Donc ça ne peut pas expliquer ça, c'est tout simplement qu'à un moment donné, et toujours aujourd'hui, toujours, ça continue, on ne fait pas les choix de réforme de notre gouvernance municipale nécessaires, donc on choisit d'augmenter les impôts. Je suis d'ailleurs très surprise que vous parliez, Monsieur Jarry, de nouveaux modèles. Si le nouveau modèle, c'est de continuer d'augmenter les dépenses et d'augmenter les impôts par ailleurs pour compenser, je ne vois pas en quoi c'est nouveau. L'innovation, là, me semble vraiment très malvenue. Donc moi, j'y vois pas d'innovation, j'y vois un aveu d'échec. Je m'étonne, mais ça, c'est comme d'habitude, que quelque part, vous ayez l'audace de présenter Nanterre comme une ville aux portes de la Défense, menacée par le quartier d'affaires, en résistance. Vous employez ce mot de résistance. C'est quasiment une insulte pour l'ensemble des communes de France qui, elles, vivent sans emploi, avec les entreprises qui s'en vont, qui délocalisent, et donc qui laissent des ouvriers, des personnes qualifiées ou moins qualifiées, quel que soit leur niveau, dans des situations dramatiques, avec l'augmentation des prix de tous les côtés qui font qu'on a des communes et des populations qui sont dans des situations d'isolement et de précarité dramatiques, et dont les villes n'ont pas de budget, n'ont pas de ressources, et ne peuvent pas, elles, augmenter les impôts. Donc c'est quasiment un mépris et une insulte pour toutes ces communes-là, et elles sont nombreuses, que d'oser dire que nous, avec la richesse qu'on a sur le territoire, on en est là, on n'y arrive pas, et on n'y arrive tellement pas qu'on va faire payer les Nantériens. Je trouve ça absolument hallucinant de vous entendre dire que finalement le quartier d'affaires de la Défense est un problème, et c'est un problème pour Nanterre, là où c'est une source majeure de richesse qu'on doit évidemment maîtriser, qu'on doit regarder, dont on doit maîtriser le développement, évidemment. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un problème, c'est une chance pour notre commune. Et sinon, les impôts des Nantériens, ce n'est pas de 1 point qu'ils augmenteraient, c'est tous les ans et de beaucoup plus que ça, que ce que vous annoncez. Enfin, je ne développerai pas plus longtemps sur tous les points de ce rapport d'orientation. Il y aura un budget et un débat budget, un vote sur le budget prochainement. Mais juste pour vous dire que on vous doit quand même... J'espère vraiment que mes collègues de l'opposition ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais que vous avez réussi une chose, c'est que c'est une cohérence dans ce que vous dites, parce que j'entends Samir dire la même chose que son prédécesseur. Je vous entends dire la même chose que les 8 précédentes années depuis lesquelles je siège dans ce conseil municipal. Vous appelleriez ça certainement une cohérence idéologique. Moi, j'appelle ça une forme de résignation. C'est une résignation. Vous êtes résigné à dire que Nanterre n'est pas une ville riche. Vous vous êtes résigné à augmenter les dépenses au lieu de les contrôler. Vous vous êtes résigné à faire payer de temps en temps les Nantériens s'il le faut, plutôt que de faire des efforts par vous-même.
vous vous êtes résigné à avoir ce discours victimaire sur la ville de Nanterre. Nanterre est tout sauf une ville victime. En tout cas, elle ne l'est plus. Elle l'a certainement été à un moment donné, elle ne l'est plus. Et c'est votre rôle que de lui faire reprendre la main sur son destin. Et ça fait longtemps que vous aviez ce rôle-là. Donc je dois dire que je sens ce soir une forme de lassitude. Vous êtes également résigné à faire que les Nantériens qui ont des projets, qui portent des projets, se sentent exclus. Tellement je ne peux pas m'empêcher de dire un mot parce que je découvre les sommes qu'on en est à créer une nouvelle ferme urbaine au lieu à 400 000 euros, hein, près de 400 000 euros, la ville met dans une nouvelle ferme urbaine, là où on en avait déjà une, et c'est ça, avoir plus d'argent. Vous êtes résigné à cette gestion et à surtout faire croire aux Nantériens qu'il n'y a pas le choix, que c'est comme ça, qu'ils n'ont qu'à subir leur destin de cette façon-là, et je ne trouve pas ça juste vis-à-vis d'eux. Il y a des alternatives. À nous d'être meilleurs. J'espère que vous en aurez toujours le courage de porter une autre vision. Je trouve que ce soir, en tout cas moi, c'est mon sentiment, c'est la lassitude et cette résignation, cette fatalité qui règne. Et je trouve que ça ne donne pas beaucoup confiance dans la politique. Pour l'aveu d'échec, puisqu'on augmente les impôts, peut-être vous pouvez réfléchir sur la situation de la ville d'Orweil. Vous pouvez prendre votre téléphone et appeler Patrick Ollier pour lui dire que c'est pareil, quoi. La ville d'Orweil est amenée à augmenter de manière significative les impôts. C'est sans doute parce que ce que fait Patrick Ollier à Orweil avec sa majorité est un aveu d'échec. Didier Debord. Merci, monsieur le maire. Donc, l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire est toujours un exercice traditionnel, convenu, répété d'année en année. Moi, j'ai écouté avec attention les propos de mes collègues de l'opposition. Et Mme Bedin disait vous êtes lassés, on voit apparaître une lassitude. Moi, je dirais plutôt que c'est dans l'opposition qu'on voit apparaître une lassitude. La majorité, elle, est constante et est à l'œuvre dans la construction de ce budget. Alors, ça a été dit dans le propos introductif, ce budget il est encore marqué par la crise. Moi, quand j'entends que la crise du Covid est derrière nous et qu'elle est passée, je suis un peu surpris. Non, la crise est encore là et les effets, malheureusement, vont toucher les Français et les Nantériens pendant plusieurs années encore. Donc c'est ce contexte qui domine notre construction budgétaire. C'est un contexte que l'on rencontre depuis le début de la mandature et qui s'invite dans nos décisions depuis maintenant 2 ans. On le voit et ça a été rappelé, cette crise impacte fortement les dépenses de la collectivité ainsi que ses recettes. Nous avons fait le choix de nous mobiliser au service des Nantériens dès le début de la crise sanitaire en mobilisant l'ensemble des services et des personnels de la ville et notamment les personnels de santé. Je pense que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, nous pouvons être fiers de notre engagement collectif. Alors, ce contexte, il pèse sur les équilibres économiques de notre ville, mais pas seulement notre ville, ça a été rappelé tout à l'heure, ça touche l'ensemble des collectivités territoriales. Au-delà de ce poids, l'attitude de l'État est à pointer. On le rappelle depuis maintenant plusieurs années, il y a un transfert massif de charges entre l'État vers les collectivités locales et ces transferts de charges ne s'accompagnent pas
ne s'accompagne pas des financements correspondants. Alors, on peut échanger entre nous sur les dotations, sur la péréquation. Tout cela correspond à une réalité. Il y a une baisse de l'accompagnement de l'État à destination des collectivités territoriales, et cette baisse est particulièrement forte pour notre territoire. Je le disais aussi lors du budget précédent, on parlait de budget de combat pour la ville de Nanterre, et je crois que la majorité municipale, tout du moins le groupe socialiste, est toujours dans cet état d'esprit. Au regard du contrat que nous avons passé avec les Nantériens il y a 2 ans. Et je pense que les Nantériens partagent les orientations que nous leur proposons, puisqu'ils nous font confiance. Ils nous ont réélus aux dernières élections, donc on peut penser que les orientations que l'on leur a proposées sont partagées. Et il est de notre responsabilité d'honorer les engagements que l'on a pris vis-à-vis des Nantériens et de continuer à porter à ces derniers un haut niveau de prestations à travers un service public communal le plus efficient possible. On l'a évoqué, du moins Samir l'a évoqué dans son propos en présentant l'ensemble des projets que nous souhaitons développer dans le cadre du budget 2022. Mon collègue, tout à l'heure, en présentant le rapport de la transition écologique, l'a aussi évoqué. Nous avons un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur et qui contribuent à faire de Nanterre une ville innovante et agréable. Voilà, donc un contexte difficile. Face à un État qui fait quand même preuve d'un certain cynisme, d'une condescendance et qui, sans doute, à l'occasion des prochaines échéances, nous prépare encore quelques mauvaises surprises. Voilà, nous avons une stratégie qui est claire, qui s'articule autour d'un programme clair et que nous avons l'intention de porter et de développer. Ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le maire et par Samir. Aujourd'hui, le budget n'est pas totalement équilibré. Il nous faut continuer à travailler en perspective du vote du mois de mars. Aujourd'hui, on évoque une revalorisation de la fiscalité locale. On peut le regretter, mais je pense que c'est une piste à ne pas écarter et que si on est contraint de revaloriser la fiscalité pour nous permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus, le faire au service des Nantériens et conformément à nos engagements, alors il faudra en passer par là. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Réaffirmer d'abord la posture offensive de Nanterre, offensive sur son développement des services publics, et ce depuis de longue date, donnant aux habitants un haut niveau de qualité de services publics, en particulier dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport ou la culture. D'ailleurs, la crise sanitaire a parfaitement remis en lumière l'importance d'avoir un service public de qualité sur ces domaines, de santé en particulier, mais aussi d'éducation. On a accueilli les enfants après l'école pour ne citer qu'eux, et on a bien remis en lumière l'importance du service public et une qualité de service public que Nanterre assume pleinement.
Cette politique de service public pour toutes et tous que défend la ville de Nanterre depuis de nombreuses années et d'une façon très, très offensive est clairement menacée dans son modèle de financement et effectivement par l'effet conjugué de différentes réformes de financement territorial et d'une situation qui s'aggrave particulièrement en 2022 pour la construction du budget de la ville. De quoi parle-t-on ? Alors oui, on en parle peut-être régulièrement, mais c'est un effet qui se cumule depuis de longues années maintenant, de la réforme de la taxe professionnelle qui a eu pour effet de réduire considérablement l'impôt payé par les entreprises aux communes. Quand Taxa s'est implanté en Nanterre il y a quelques années, cela a permis d'engranger un flux de recettes fiscales significatif qui a permis de financer une partie du service public de la ville. Aujourd'hui, quand Vinci va s'installer ou s'installe un groupe avec 5000 collaborateurs, quand Vinci s'installe à Nanterre, il n'y a quasiment pas de revenus pour la ville. Voilà une réalité de chiffres. De quoi parle-t-on également? De l'instauration de la réforme territoriale du fonds de solidarité, qui bien évidemment est une réforme qui est validée sur son principe que nous validons pleinement. Par contre, nous remettons en cause son mode de calcul dans son mode de calcul qui est parfaitement défavorable à Nanterre. Est-ce normal qu'au titre de cette péréquation, pour chaque Nanterrien, la ville reverse 233 € alors que Neuilly-sur-Seine en reverse 163 € et je ne vous fais pas le descriptif du différentiel de revenus d'habitants de Nanterre et de Neuilly. La baisse générale de dotation de fonctionnement de l'État aux communes pour la prise en charge des prestations de services publics qui sont assurées par la commune. Là aussi, en 2012, elle s'élevait à 18 millions d'euros. En 2022, elle sera à nouveau à 0. Et effectivement, ça, c'est une réalité de chiffres. C'est bien le modèle de développement de Nanterre. Et dans le développement de Nanterre, c'est pouvoir financer son haut niveau de service public, mais également les engagements du mondain, qui est aujourd'hui remis en cause dans un contexte de surcroît inflationniste et qui reste quand même encore marqué par la crise sanitaire. Il est clairement temps d'en finir avec des injonctions contradictoires qui s'appuient d'une part sur un discours gouvernemental et pas récent qui prône plus d'autonomie au territoire d'un côté et une reprise en main financière des moyens des communes des autres. Et si on parle de plan de relance, oui, l'État a été offensif sur le plan de relance. Par contre, quel impact effectif au niveau des communes? Trouvez-moi, Monsieur Aubouy, un maire qui soit content du plan de relance concernant les finances de sa commune. Donnez-nous au moins un exemple. L'ensemble des maires se sont tous mobilisés pour réclamer une part aussi du plan de relance qui a certes été généreux au niveau de l'ensemble des entreprises, mais nettement moins en ce qui concerne les communes. Comment donc faire plus confiance aux communes en leur donnant effectivement les moyens de financer leur politique publique de proximité et les intégrer pleinement dans le plan de relance que vous évoquiez? Je vous remercie. Merci Samir pour la présentation des orientations du budget 2022 attachées à la réalisation de nos engagements municipaux. Nous restons victimes d'une logique paradoxale de l'État. Il attend des miracles de la part des collectivités locales tout en les enfermant avec des contraintes budgétaires strictes. L'élimination de la DGF associée à des péréquations records est délétère en termes de retombées sur le territoire, alors que dans le même temps, le gouvernement subventionne largement des entreprises dans le cadre du plan de relance. Ce quoi qu'il en coûte à géométrie variable ne répond que marginalement à une logique de développement économique et social des territoires. Alors que le gouvernement préfère restaurer la confiance des élus locaux, les preuves d'engagement de l'État ne sont pas établies. Nous en sommes au rez-de-chaussée de la relance territoriale. Pour autant, nous avons avancé en majorité avec les services pour développer nos ressources et optimiser nos dépenses. Nous pointons cependant le risque que la vidéosurveillance devienne un poste de plus en plus important du fait de l'obsolescence rapide des matériels et de la tentation de la surenchère technologique. Nous tenons à parler de vidéosurveillance et non de vidéoprotection. La surveillance permet de résoudre des affaires, mais ne protège pas directement. Nous devrons également tirer tous les enseignements des recommandations de la Cour des comptes rendues le 10 février sur l'usage, la répartition et l'évaluation de l'efficacité de la vidéosurveillance. Nous saluons également les efforts et les ambitions de recrutement des policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique qui apporteront une réponse humaine aux incivilités.
et qui apporte déjà d'ailleurs. Par ailleurs, face aux contraintes d'économie posées, le meilleur outil demeure nos agents et leur fine connaissance du terrain. Nous devons poursuivre notre politique de valorisation des carrières et de dynamisation des collectifs de travail et des mobilités. Enfin, nous restons dans une trajectoire très favorable pour réaliser nos engagements en matière de transition écologique, tout en reliant certaines initiatives. Parmi elles, le partenariat avec le Master Nourad de l'UPN, la nouvelle ruralité agriculture et développement local, ouvre la perspective de la mise en place d'un véritable plan alimentaire durable à Nanterre. Plan d'alimentation durable à Nanterre. Afin de répondre à l'exigence d'équité et de production de logements, forcément nécessaire avec la crise actuelle, le mécanisme du bail réel solidaire doit être amplifié. Nous nous félicitons des projets actuellement à l'étude. Nous rappelons que l'effort sur l'emploi est maintenu et que les taux d'activité sont très comparables entre Nanterre et les communes des Hauts-de-Seine et l'ensemble des Hauts-de-Seine. S'agissant de la rénovation des logements, nous devons œuvrer pour que les dispositifs puissent bénéficier au plus grand nombre et pas seulement aux plus précaires d'entre nous, car les bénéfices en sont clairement établis. Enfin, il sera essentiel de se doter d'outils pour que le plan 5000 arbres soit mis en œuvre sans retard et maximiser son bénéfice sur les écosystèmes et le cadre de vie. En conclusion, malgré les contraintes, ce rapport d'orientation budgétaire exprime bien nos ambitions. Ne doutons pas de nous et de nos capacités. Merci. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et quelque chose qui me marque, c'est le fait que vous sembliez dire que je tiendrais ou nous tiendrions le même discours que nos prédécesseurs. J'ai envie de vous dire tout d'abord que c'est rassurant pour une majorité plurielle fidèle à l'histoire de cette ville qui met la solidarité au-dessus de tout. Mais j'ai envie aussi de vous renvoyer le miroir, puisque autant je reconnais, parmi d'autres qualités sûrement, mais à M. Houboui, le fait d'avoir une sorte de constance dans ses propos, chose que je ne retrouve pas forcément chez vous, Madame Beudin. Un jour, la dépense c'est bien, un jour c'est mal, on ne comprend pas trop ce que vous cherchez à faire. Un jour, en début de mandat, je me rappelle comme c'était hier, on a envie de travailler en bonne intelligence avec votre majorité. Ce que vous faites au final, c'est appréciable, c'est le bon chemin. Et puis 2 ans après, revirement de situation. Alors je ne sais pas si c'est l'effet élection qui s'approche, mais ça devrait peut-être vous interroger sur la colonne vertébrale qui est la vôtre, ou en tout cas la chercher. Monsieur Houboui, vous avez une facilité déconcertante même un art à lier le budget de la ville, les compétences de la ville avec des faits divers. Ça, franchement, chapeau. En l'occurrence, nous sommes en responsabilité. On ne dit pas que l'État ne fait rien. On dit qu'il ne fait pas assez. On aimerait qu'il fasse plus. On perd la dotation globale de fonctionnement quand même. C'est pas rien, la dotation globale de fonctionnement. C'est le principal concours de l'État aux collectivités. Oui, vous savez, monsieur Houboui et madame Beudin, dans une ville comme la nôtre, qui est celle de Nanterre, déjà, lui rendre service, c'est pas tenir de tels propos. Et puis, c'est considérer aussi que, vous savez, dans cette ville, il y a beaucoup de gens, comme dans beaucoup de villes populaires, qui n'ont principalement que le service public aussi, pour quelque part venir renforcer ce principe d'égalité si cher à notre République. Donc ne venez pas les insulter, ces gens-là. Il faudrait justement tout faire pour les considérer. On sort d'une crise, vous faites un constat. Mais jamais vous évoquez de solution. À un moment donné, il faut sortir de cette zone-là. Proposer des choses. Nous sommes à l'écoute. Pensons encore une fois que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons géré la crise, je pense, avec brio, vu les paramètres qui étaient les nôtres. Et puis nous tentons de renforcer le programme tel que nous l'avons présenté en antérieur en 2020, avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont réduits, puisqu'il y a l'effet ciseaux, péréquation, DGF en moins. Et de l'autre côté, une crise qui vient alourdir les budgets. Non, je pense que l'honnêteté voudrait que vous nous le reconnaissiez et que vous soyez plutôt au soutien de ce genre de rapport d'orientation budgétaire. On a pris connaissance donc, du rapport d'orientation budgétaire qu'on en a débattu. Je vous propose donc de voter cette prise en compte, qui n'est pas évidemment les orientations du budget, mais
ni des orientations budgétaires, mais qui est simplement le fait qu'on prend acte qu'il y a un débat.